Il faut déjà savoir que les personnes munies d'une forme d'assertion, ce sont des personnes effectivement qui savent où elles vont. Premièrement, ce sont des personnes qui ne se permettent pas de marcher sur les... C'est-à-dire que le principe même de l'assertion, c'est de se faire respecter sans pourtant empiéter sur les autres. C'est-à-dire que l'assertion, c'est tout simplement l'inverse. C'est-à-dire que tes actions à toi poussent les gens à pouvoir te respecter sans que tu n'aies besoin de leur demander de te respecter. Salam Ziyar, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici your boy Habib Sal, aka Serine Maud Sal. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. D'abord, je tiens à remercier tous mes auditeurs, tous les spectateurs qui nous regardent une fois par semaine et qui partagent nos contenus. Je vous en suis éternellement reconnaissant. C'est avec un grand honneur, guys, que nous recevons aujourd'hui sur le cercle mon cher Eden Okowaka Ben Salel, qui est coach en mindset, poète, auteur, podcasteur, quelqu'un qui s'active énormément pour aider les jeunes à atteindre leur vrai potentiel. Et c'est avec un grand honneur que nous recevons sur le cercle. Eden, merci beaucoup pour cette belle initiative. Merci beaucoup à toi aussi, Habib, pour effectivement cet échange que nous allons avoir aujourd'hui. Donc, je pense qu'il va falloir que je me présente, du coup. Ouais. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, rebonjour à tous. Alors, moi, je m'appelle Eden Okwaka Betsalel, effectivement, comme ça a été prononcé. Et alors, pour la petite info, dans la vraie vie, ce que je fais en dehors d'abord du côté podcasting, je suis Market Executive Development. Donc, je suis un peu un sales representative. Et donc, ça, c'est ce que je fais en termes de professionnel. Et en termes d'activité extra-professionnelle, eh ben, je gère une chaîne de podcast sur Spotify, donc une chaîne de motivation. Et également, je suis écrivain. Donc, j'ai écrit un recueil de poèmes et d'autres qui seront en cours. Donc, voilà un peu mon objectif principal et aujourd'hui de pouvoir vraiment motiver les gens, de pouvoir les faire comprendre qu'ils peuvent atteindre leur potentiel et après, derrière, s'il y a toujours lieu de pouvoir accompagner, de pouvoir donner ce qu'on appelle en anglais des tips, eh ben, je suis votre homme, il n'y a pas de souci. Non, merci beaucoup. En tout cas, non, j'ai suivi ta page Instagram, j'ai suivi tes vidéos, j'ai écouté pas mal de tes podcasts et j'avoue que c'est vraiment motivant, c'est encourageant. Depuis quand tu as découvert cette passion de vouloir devenir, bon, je vais pas te comparer à, j'aime pas, je ne sais pas si tu aimes les comparaisons ou pas, mais je te vois comme un Tony Robbins du Sénégal, quoi. L'énergie, la force, la motivation, t'es notre Tony Robbins, quoi. Ouais, bon, alors pour répondre à la question, depuis combien de temps est-ce que j'ai commencé ce projet podcast? Alors c'est comme je le dis souvent à certaines personnes qui me demandent, et je crois que pas plus tard qu'aujourd'hui encore quelqu'un m'a posé la même question sur Instagram en disant pourquoi est-ce que tu as commencé à faire cette chaîne podcast? Alors l'objectif pour moi déjà en premier, c'est-à-dire que j'avais ce besoin où je remarquais que les gens avaient cette capacité d'atteindre effectivement un certain reach de succès, mais seulement s'ils arrivaient effectivement à faire certains sacrifices. D'autres personnes ont été dans des mauvais environnements et aujourd'hui ils se retrouvent à faire des travails qu'ils ne veulent pas, des mariages qu'ils ne sont pas forcément satisfaits de ça, ou un environnement professionnel dans lequel ils se trouvent qui au départ n'était pas leur choix. Et je ne suis pas en train d'agir en tant qu'un sauveur, mais tout est parti de ce besoin-là de pouvoir faire comprendre aux gens qu'on peut effectivement devenir ce que l'on veut être tout en changeant sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Et c'est de là où on peut effectivement coller cette étiquette de Tony Robbins. Mais Tony Robbins, c'est encore un peu plus fort que ça. Mais c'est vraiment parti de quelque chose de très lent parce que cette chaîne, il faut savoir qu'au départ, ça devait être un livre. Donc je pense que je l'expliquais en amont. Ça devait être un livre carrément. Je voulais carrément faire un livre et me dire ok, je vais l'envoyer dans l'une des librairies, le New York Times. En tout cas, j'ai osé y croire en me disant ok, j'ai créé un livre et puis j'essaye vraiment de le synthétiser, de faire des recherches comme tout le monde. Et après, mon meilleur ami m'a dit quand je suis venu l'expliquer, il m'a regardé, il m'a dit
tous les jours, tu viens chez moi après le boulot, tu m'expliques tout ce que tu lis et tu sais pas que tu dégages quelque chose. Mais à quel moment tu vas passer à l'action, tu vas te mettre à impacter les gens. Parce que ce que tu fais là, tant que tu n'en parles pas, personne ne saura et tu ne pourras changer personne en fin de compte. Et quand il m'a dit ça, c'est là que je me suis dit, mais il a parfaitement raison. Et donc le soir même, je suis allé chercher comment faire un podcast en ligne. Et on a débuté, je crois qu'il était la première personne que j'ai appelée. J'ai dit, écoute, on va faire un test. Si ça marche, demain, j'enregistre un épisode. Une semaine après, j'en ai enregistré 6. Et 6 mois après, aujourd'hui, je suis à 30 épisodes avec au moins 600 écoutes et quelques abonnés sur Spotify et des gens qui, à travers le monde déjà, me disent, écoute, c'est fantastique. Donc voilà un peu la petite histoire de comment ça a commencé tout ça. Non, non, non. Et c'est ce que je dis souvent aux gens. Je pense qu'au Sénégal, le podcasting n'est pas toujours connu jusqu'à maintenant et qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore l'habitude d'aller sur Spotify, Apple Podcasts ou sur YouTube. Les gens ne sont pas si intéressés par le développement personnel et ça pour des raisons diverses et diversifiées. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je pense que ce soit toi, moi ou les autres qui font des podcasts, je pense qu'on est en train de lancer une révolution qui, dans 10 ans, dans 15 ans, ça va vraiment aider beaucoup de jeunes. Parce que moi, comme toi, je reçois pas mal de messages sur Instagram. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui préfèrent apprendre à travers l'audio ou à travers l'audiovisuel plutôt qu'à travers les lectures. Je vois rarement de jeunes maintenant qui lisent. Ils sont souvent sur les réseaux, ils sont souvent sur YouTube. Et je pense qu'à force d'avoir des références locales comme toi, des gens qui vivent dans les mêmes quartiers que, qui s'habillent de la même manière, qui parlent la même langue que, je pense que ça peut aider un petit peu. Au lieu de regarder Tony Robbins ou Jordan Peterson ou je ne sais pas, quelqu'un qui est loin, qui est aux États-Unis, tu peux commencer localement, avoir une référence, t'inspirer d'une personne qui vit auprès de toi et puis au fur et à mesure développer ta vision de la vie de manière générale. L'une des raisons pour lesquelles je voulais te parler, parce que sur tes vidéos, sur tes épisodes, tu parles souvent de la notion de mindset, de vision, d'objectif et de rêve. Donc, quels sont les outils qui t'ont aidé dans la vie et surtout ce qui t'ont aidé dans ta quête personnelle de développement, en fait, de développement personnel, quoi, dans ta quête de développement personnel? Alors, c'est une très très bonne question d'ailleurs et je pense vraiment que je vais commencer par un point par point. Alors, je vais parler d'outils, mais je vais plus parler de circonstances surtout. Parce que je pense déjà que la première fois où je me suis décidé vraiment à commencer à parler, c'était pour changer un peu, aider les gens à changer d'environnement, parce que je me rendais compte, il y a, je vais éviter de caricaturer les choses, mais c'était parti d'une petite réflexion où je voyais les jeunes, ce qu'on appelle entre guillemets au Sénégal les blowman. Je voyais ces jeunes et tout en pleine vie, en train de sourire et tout. Après, je me posais la question, est-ce que réellement ces jeunes en veulent plus? Est-ce que quelqu'un leur dit qu'ils ont la capacité de faire plus avec la même énergie qu'ils sont en train de dépenser? Et c'est à partir de là que j'ai déjà décidé, j'ai commencé à changer d'environnement parce que à un moment aussi, le travail que je faisais ne correspondait plus. Donc j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai quitté l'entreprise dans laquelle je travaillais parce que je me sentais plus du tout à l'aise. Et en changeant d'environnement, j'ai eu un déclic. Et c'est ce que je tiens à dire premièrement aux gens. Si vous savez que vous êtes très compétent, peu importe votre domaine, si vous êtes étudiant, travailleur ou vous êtes quelqu'un qui prépare quelque chose de spécifique, quand vous êtes dans un environnement où les gens ont tendance à rabaisser votre valeur pour tout simplement eux s'élever, partez. N'hésitez pas en tout cas, parce que c'est l'un des premiers freins. Et le deuxième outil, c'est vraiment de pouvoir déjà savoir s'affirmer soi-même. Beaucoup de gens croient que c'est question d'affirmation ou le fait de dire « Ok, je suis capable de faire ça ou ça », c'est de l'arrogance ou c'est tout simplement des, excuse-moi du terme, des débilités que les gens déblatèrent dans des livres. Mais non, c'est parce qu'ils n'essayent pas. Et j'aime beaucoup la citation du rappeur Youssoupha qui dit « Quand tu veux cacher une chose au noir, il faut le cacher dans un livre parce qu'ils ne le chercheront jamais dans un livre. » Et c'est vrai, et c'est totalement vrai quand on voit aujourd'hui le nombre de personnes qui, peut-être à un certain âge, se marient, ont des enfants et automatiquement arrêtent de croire en eux, arrêtent tout simplement de poursuivre leurs rêves et se mettent dans une forme de rat race. Et ça veut dire métro, boulot, dodo.
Et donc, c'est ça aussi, il ne cherche pas vraiment à se développer en tant que tel. Et moi, je répète toujours aux gens qui me côtoient, je les dis toujours, si vous voulez avoir des opportunités, n'attendez pas que l'opportunité vienne pour que vous puissiez vous perfectionner. Il est préférable de se perfectionner et de ne pas avoir d'opportunité plutôt que d'avoir une opportunité et de ne pas être capable de la saisir. Et moi, c'était vraiment l'une des choses, il faut continuer à apprendre continuellement. Donc pour moi, les deux outils principaux déjà, c'est l'environnement. Cet environnement vous permet à vous de changer d'état d'esprit, de voir les choses différemment. Et deuxièmement, il faut effectivement essayer de toujours miser sur un apprentissage continuel et perpétuel. Ça, c'est les outils que je peux conseiller. Surtout, tu as parlé de l'affirmation, ce qui rejoint un petit peu l'assertion. Je pense que aussi c'est important de préciser, bon, je pense que ça c'est mon avis personnel, que l'assertion parfois ou l'affirmation parfois ça peut être interprété comme de l'arrogance chez certaines personnes pour dire que la raison pour laquelle par exemple vous voyez un champion de boxe, que vous voyez un joueur comme Cristiano Ronaldo ou même un joueur comme Sadio Mané, c'est des gens en fait qui ont réalisé quelque chose et qui, selon les barèmes et les indicateurs de la société, peuvent se permettre de s'affirmer parce que leur vie a été utile comparée aux autres, mais parce que aussi ils ont contribué utilement à la société, tu vois. Mais quand t'es, par exemple, comme moi, ce que je faisais avant, quand t'as pas de boulot, tu pars à l'entraînement, tu manges, tu manges tout dans la maison, tu fous rien, t'es inutile. Et après, tu te crois, t'as pas le droit de t'affirmer, en fait. T'as pas le droit de te comporter comme si t'es le chef de la maison. Non, parce que t'as encore rien foutu dans ta vie, quoi. Donc, je pense que l'affirmation vient avec le travail acharné, avec, en fait, la conviction, la discipline, la détermination et l'engagement. C'est à force qu'on fait des choses, qu'on essaye, qu'on échoue et qu'on se relève, qu'on devienne confiant et qu'on s'accepte et qu'on s'affirme, en fait. Donc, la confiance en soi, je pense que c'est juste le fruit d'une multitude de tentatives que nous faisons dans la vie jusqu'à ce qu'on arrive à un point où on se dit, je suis à l'aise avec la personne que je suis devenue parce que j'ai passé à travers le processus, je me suis donné à fond. Même si j'arrive pas, même si j'obtiens pas le résultat voulu, l'essentiel que je suis dans le processus, je travaille, je fais de mon mieux et peut-être un jour je vais y arriver. Non, mais il faut, et j'ai bien aimé le fait que tu abordes cette différence-là entre assertion et cet imbut de personnalité. Mais il faut déjà savoir que les personnes munies d'une forme d'assertion, ce sont des personnes effectivement qui savent où elles vont. Premièrement, ce sont des personnes qui ne se permettent pas de marcher sur les... C'est-à-dire que le principe même de l'assertion, c'est de se faire respecter sans pourtant empiéter sur les autres. C'est-à-dire que l'assertion, c'est tout simplement l'inverse. C'est-à-dire que tes actions à toi poussent les gens à pouvoir te respecter sans que tu n'aies besoin de leur demander de te respecter. C'est-à-dire que quand toi, tu ouvres la bouche, tu parles, tu fais ceci, les gens ils vont pas se permettre de te critiquer parce que tout simplement, tes actions ont déjà servi d'argumentaire pour toi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Par contre, ceux qui se permettent maintenant de jouer aux arrogants, comme tu as donné un très bel exemple, tu reviens des entraînements, tu viens manger, tu participes à rien, tu ne cherches pas, tu n'écoutes pas, eh ben, ça, c'est déjà un manque de vision. Parce que dis-toi que les gens qui ont une certaine vision de où ils vont dans la vie, ils savent que toute personne, il faut la respecter. Parce que l'énergie des gens autour de soi, soit elles peuvent nous propulser ou elles peuvent nous retenir en bas. Donc c'est vraiment très important pour cette Non, comme tu as dit, hein, je pense que les actes parlent mieux que les paroles, quoi. Et ça, c'est super important. Mais quelles sont les idées fausses les plus courantes par rapport au développement personnel? Parce que moi, personnellement, là, en ce moment, j'ai du mal à regarder parfois des vidéos de motivation parce que je trouve que la motivation, elle est éphémère, quoi. Et que ça ne m'excite pas autant qu'auparavant. Par exemple, quand j'avais 18 ans, 19 ans, j'étais perdu, je me cherchais. Regarder des vidéos de développement personnel, ça m'aidait beaucoup, ça me donnait pas mal de perspectives. Je suis allé participer dans pas mal de séminaires de développement personnel, mais au fur et à mesure,
en fait, ça ne me servait plus parce que je voyais les mêmes discours, les mêmes citations, les mêmes répétitions. Et à la longue, en fait, je me suis dit, mais ça, je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà vu il y a 5 ans, il y a 3 ans, quoi. Et que j'ai décidé après de travailler sur moi-même et de faire ce qu'on appelle learning by doing. Des gens, de me lancer dans des aventures et d'apprendre au fur et à mesure et puis d'essayer de lire des livres ou des livres mais qui sont uniquement orientés vers un but spécifique ou vers des outils spécifiques qui peuvent m'aider dans cette quête que je suis en train de poursuivre en ce moment, quoi. Maintenant, il y a beaucoup de gens aussi qui ne croient pas, en fait, pas au développement personnel, mais aux vidéos de motivation, d'encouragement, parce que ils disent souvent, c'est des coachs qui n'ont pas fait grand-chose dans leur vie, comment ils peuvent se permettre de donner des conseils. Donc, toi, d'après ton expérience, j'ai vu que tu as aidé beaucoup de jeunes, tu as lu beaucoup de livres, tu es un coach, en fait, vraiment expérimenté. Quelles sont les fausses idées que les gens ont du mal à saisir, à appréhender par rapport au développement personnel? Alors, je pense que tu as déjà abordé des points très, très, très essentiels. Déjà, par le learning by doing, c'est très important. Mais je vais surtout essayer de faire une dissociation déjà sur un principe. À la base, quand tu regardes historiquement, le concept même de motivation n'avait pas été fait pour que quand tu es perdu, que tu te dises, OK, j'écoute une vidéo de motivation et je vais bien. Non, c'est pas ça le concept de motivation. Le concept de motivation, c'est tout simplement te donner la pleine conscience de la situation dans laquelle tu te trouves et derrière de te reposer. C'est-à-dire, c'est comme si on met un miroir devant toi et maintenant tu te regardes, tu te dis, OK, qu'est-ce que tu vois? C'est toi. Est-ce que quelque chose a changé? Non. Pourquoi? Parce que tu n'as rien fait. Mais le problème qui se passe, c'est qu'il y a eu aujourd'hui cette dispersion dans le discours de motivation parce que les gens croient que dès qu'ils écoutent une vidéo de motivation, après une semaine, 3-4 jours, ils vont commencer à faire des miracles. Absolument pas. C'est faux. C'est déjà très très faux et malheureusement, beaucoup de coachs ont commencé à profiter de ces choses-là pour pouvoir tout simplement promouvoir des coachings entre guillemets fallacieuses en disant oui, dans 3 ans, tu peux devenir milliardaire, tu peux faire ceci. Déjà, il faut savoir que tous ces discours-là sont des discours, non pas que je n'y crois pas, mais c'est des discours éphémères parce que de toute évidence, quand on veut créer un véritable impact, ça prend du temps. Déjà. Donc, ce qui veut dire que moi, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui ne croient pas, qui ne prêtent plus attention au discours de motivation. Mais il faut savoir qu'il y a certains qui ne prêtent plus attention au discours de motivation parce que eux-mêmes manquent de discipline. Et je le dis souvent dans mes podcasts à moi, vous pouvez avoir la motivation. Mais une motivation, c'est comme excusez-moi les téléspectateurs, mais c'est comme une montée d'hormones. C'est-à-dire qu'il faut continuellement trouver quelque chose qui va raviver cette montée d'hormones. À la limite, c'est comme une sorte de dopamine. Maintenant, pour que cette dopamine-là se traduise en une habitude normale, il faut maintenant que vous soyez discipliné. Parce qu'aujourd'hui, je vais dire, OK, moi, je suis motivé pour pouvoir devenir médecin. D'accord? Mais je le dis juste. Mais quels sont les actes ou le plan que j'ai établi pour que derrière, chaque jour, quand je pose des actes, je reste dans une discipline et cette motivation-là maintenant va servir à quoi? A reminder, juste quelque chose qui peut te permettre toi aujourd'hui de te dire, OK, durant une semaine, je me disais peut-être que j'allais faire ça. Bon, je n'ai pas fait, pourquoi? Et là, la motivation, c'est tout simplement l'idée maîtresse qui revient pour te dire, écoute, tu es motivé pour faire ça, reviens dessus, reviens cela. Mais moi, je suis surtout parti de ce concept-là où les gens ne croient plus aux motivations pour pouvoir aujourd'hui, moi, créer quelque chose de différent. Et ça revient tout simplement au sujet principal que je disais tout à l'heure, que ce podcast que moi je crée, ça devait être un livre. Et le titre de livre, c'était « Ce qu'on ne vous dit pas pour rêver grand ». Et dans ce qu'on ne vous dit pas pour rêver grand, c'est tout simplement les expériences que chacun d'entre nous a pu vivre, que ce soit toi, moi, de l'âge de 18 ans jusqu'à 25 à 30 ans. Et je cumule tout simplement des faits réels ayant moi-même vécu cela. C'est-à-dire, c'est pas des choses en mode oui, tu vas être riche. Non. C'est tout simplement quand tu étais petit, tu avais un rêve de devenir médecin, mais aujourd'hui tu te retrouves quoi? Marketeur. Pourquoi? Parce que peut-être des gens de ta famille t'ont dissuadé de faire ça, des cousins t'ont dit ne fais pas ça, tu seras pas bon, des gens t'ont forcé à aller te marier alors que toi tu voulais faire un master 2. Donc des choses comme ça, c'est des choses qui sont attraits à la réalité. Et à partir de là, pour moi, c'est surtout rester sur la même longueur d'onde que mes auditeurs, que les faire comprendre que
le concept de motivation, c'est surtout un rappel pour vous poser la question vous-même. Est-ce que vous êtes satisfait de qui vous êtes? Et si vous n'êtes pas satisfait de qui vous êtes, est-ce que au moins vous savez pourquoi vous n'êtes pas satisfait et qu'est-ce qui a fait que vous soyez dans la situation dans laquelle vous êtes pour vous dire que voilà, il manque des choses ou pas. Mais pour moi, l'un des misunderstood conceptions des podcasts, bon, les gens se disent c'est juste des discours en l'air, mais bon, chacun y tire son compte, hein. Donc je ne peux pas dire qu'il y a je ne peux pas généraliser les points parce que chacun donne son opinion. Toi, tu peux donner le tien, moi, je peux donner le mien, mais chacun après avec la vision de ce qu'il veut faire. Non, t'as parfaitement raison. Après aussi, c'est pour ça que même toi ou moi, quand on parle, on n'essaye pas en fait de donner des injonctions ou des ordres. Même la notion de conseil est une notion un peu subjective. Parce que moi, parfois, quand les gens me posent des questions, ce que je préfère leur dire, c'est que voici ce qui est arrivé dans ma vie, voici les outils que j'ai utilisés, voici les personnes ou les livres qui m'ont aidé dans ce problème spécifique. Après, ma vie n'est pas forcément votre vie. Je peux pas, en fait, vous dire de copier les mêmes solutions, comme disait Einstein, quoi. Genre, tu peux pas résoudre, en fait, tu peux pas utiliser les mêmes analyses pour résoudre les mêmes problèmes. C'est pas possible. Les temps évoluent, les circonstances évoluent, les outils aussi évoluent. Mais c'est très important de pouvoir, en fait, prendre des perspectives, des outils, des principes, des conseils de gauche à droite et puis analyser tout ça pour prendre sa décision personnelle. Parce qu'après tout, ça revient à vous et à votre circonstance actuelle, mais aussi à votre vision idéale du monde parce qu'on n'a pas tous les mêmes rêves, on n'a pas tous les mêmes objectifs et on vient pas tous du même environnement. Mais la discipline, comme disait Mike Tyson, c'est doing what you had to do, but doing it like you love it. C'est faire ce que vous n'aimez pas faire, mais le fait de le faire comme si vous l'aimez, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui manquent de discipline en ce moment parce que d'abord, il y a les réseaux sociaux. On a un temps d'attention très limité. On a du mal à se concentrer. On est éparpillé de gauche à droite. Donc, toi, est-ce que tu as des conseils à donner pour ces jeunes-là qui ont un problème à se discipliner, mais qui ne savent pas par où commencer et qui cherchent des récompenses instantanées? Je vais regarder Netflix, je vais regarder une vidéo, je vais regarder une série, un match. Il y a tout le temps des programmes futiles, quoi. J'ai l'impression que maintenant les gens ont le temps de faire tout, sauf des rétro-inspections, des plans de vie, des business plans. C'est exceptionnel, non, quoi. Mais c'est exceptionnel. C'est comme un TikToker que je suis qui dit toujours c'est réel. Alors oui, c'est réel ce que tu dis. Je vais me mettre un peu groove comme les jeunes. Mais alors déjà, premier point pour cela, j'ai bien aimé la phrase de fin que tu as dit. Aujourd'hui, on a l'impression de vivre dans un siècle où les gens ont le temps pour tout, sauf pour eux-mêmes, sauf pour pouvoir prendre soin d'eux et de se construire. Alors, pour moi, je vais déjà dire, parce que c'est un problème même qui peut nous arriver, que ce soit toi, que ce soit moi, d'être abject à la procrastination ou dépasser 2 heures de temps sur un écran. Alors moi, déjà, le premier conseil que je donne toujours aux gens, c'est déjà de planifier vos semaines. Ça peut paraître très bête, mais aujourd'hui, tout le monde a Google Calendar dans son téléphone. Le dimanche ou le samedi, mettez les activités principales que vous voulez faire. C'est-à-dire que tant que vous n'essayez pas, vous n'allez tout simplement pas voir l'utilité de ce que ça fait. C'est-à-dire que c'est ces petites choses-là qui construisent en réalité des habitudes. Par exemple, moi, quand vous prenez mon téléphone, vous allez clairement voir quand vous allez dans l'alarme, vous allez voir à partir de quoi 5 heures du matin, je vais faire toujours mon jogging. Je fais mon jogging sur la VDN et puis je rentre chez moi. 6 heures, je suis là chez moi, pape, je me débrouille, je fais ça, je lis. Et surtout, il faut déjà créer une sorte de routine. Je conseille surtout aux gens de lire le livre Miracle Morning. C'est un livre très, très, très puissant et très impressionnant parce que ce que je dis, je pense que je l'ai expliqué une fois dans mon podcast. Imaginez-vous que vous vous réveillez. Dès que vous vous réveillez, la première chose que vous faites, c'est prendre votre téléphone. You grab your phone, just put yourself on Instagram, WhatsApp, Facebook, et automatiquement, vous commencez à ingurgiter les informations extérieures, c'est-à-dire vous regardez qu'est-ce que Kanye West a encore fait comme bêtise, qu'est-ce que les Kardashians ont dit, qu'est-ce que Jay-Z a dit, qu'est-ce que Lionel Messi a encore reçu comme prix Nobel. Et ce qui se fait que dès que vous vous réveillez,
vous êtes déjà en connexion avec la situation d'autres personnes. Et donc, vous êtes loin de votre réalité personnelle. Et ce qui fait que ça vous empêche de démarrer votre journée. Alors, moi, je vous donne un exemple personnel. L'ancienne entreprise dans laquelle je travaillais, à chaque fois que j'arrivais le matin, j'arrivais à une heure avant le boulot. Quand j'arrive, je fais mon café, j'ouvre mes outils, je suis là, je réponds. Avant même de répondre à mes mails, j'ai toujours un livre. Toutes les personnes qui me connaissent savent que je traîne toujours avec un livre parce que si je me coince dans un bouchon ou quelque part, je lis. Et je lis toujours. Et les gens qui te disent ils ne peuvent pas lire un livre par mois ou durant l'année, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Je vais vous donner une astuce. Moi, ce que je fais, c'est que avant de sortir de chez moi, je mets le chrono à 30 minutes dans mon téléphone. Et donc, j'ouvre un livre et je lis. Dès que les 30 minutes s'achèvent, je ferme, je commence ma journée. Faites ça pendant une semaine, que ce soit un livre de 300 pages, 200 pages, 400 pages. Vous allez finir ce livre. Donc, vous pouvez bien finir un livre par semaine, mais les gens n'essayent pas. Et quand tu n'essayes pas, tu ne peux tout simplement pas savoir quel est l'impact de cela. Déjà, pourquoi est-ce que vous allez vous demander pourquoi est-ce que c'est important de lire un livre? Parce qu'il est important, dès le réveil, de remplir votre esprit d'informations utiles, d'informations qui vous permettent, à devenir productif, à avoir vraiment la sensation que vous avancez vers quelque chose, que vous prenez des informations pour évoluer vers. Mais si dès votre réveil, vous vous réveillez, vous vous douchez, pendant que vous êtes en train d'aller au boulot, vous regardez le dernier TikTok de Jao Ketchup, le dernier TikTok de Wally Seck, le dernier Ketchup de je sais pas comment on l'appelle, Ousseyn Keita. Donc, toutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vous apportent réellement dans votre vie? Absolument rien. Et donc, vous remplissez votre esprit de ce que les Américains appellent garbage. Donc, vous remplissez votre esprit de toutes les informations du monde, sauf vous connecter avec vous. Alors que la bonne pratique, c'est quoi? Quand vous vous réveillez, vous méditez. Donc, pour mes confrères musulmans qui prient à 5 heures du matin, c'est parfait. Pour ceux qui sont chrétiens aussi, qui font des prières à 5 heures du matin, c'est parfait. Vous vous connectez déjà au Créateur. Après ça, vous prenez votre douche. Ceux qui font des exercices, pompes, abdos, tout ça, vous le faites. Après, vous prenez votre douche, vous êtes là, vous sortez. Vous faites quoi? Vous lisez. Lisez des choses qui vous apportent, lisez des choses qui vous donnent la sensation de bien entamer le pas de votre journée. Habillez-vous, choisissez les vêtements qu'il faut avant de sortir de chez vous. Allez devant votre miroir. Et ça, je le dis parce que je l'ai moi-même fait. À un moment donné, je sentais que mes capacités en entreprise diminuaient et que j'avais l'impression que même mes collègues me dépassaient sur certains points où moi, je me sentais bien. Et j'ai commencé à développer le syndrome de l'imposteur. Et à un moment donné, je me mets devant un miroir, je dis, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qu'il ne faut pas que tu fasses? C'est contrôler tes pensées négatives. Et ça, c'est très important. Quand vous commencez une journée, ne laissez pas, oh oui, ma tante, elle est malade, elle a fait ça, mon cousin, il s'est cassé le pied. Tout ça, c'est des informations inutiles. Ça ne vous sert absolument à rien. Déjà, ça, c'est la source qui fait que ça vous empêche même de commencer une bonne journée. Parce que vous sortez de chez vous avec de l'anxiété, avec des problèmes des autres, sauf avec une énergie positive pour pouvoir commencer votre journée correctement. Et ça, c'est déjà l'une des erreurs que tout le monde fait, se lever et prendre son téléphone. Deuxième point, pour ne pas rester constamment dans les écrans, il faut déjà savoir planifier. Soit dans les téléphones Samsung, vous avez la possibilité d'activer le mode distraction. Donc, vous interdisez carrément les applications qui vous distraient, notamment Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram. Vous mettez carrément une heure précise où vous savez que de telle heure à telle heure, je traite des dossiers lourds, je ferme. Et vous allez voir que vous allez être très productif. Parce que je le dis souvent à mes petits frères, je disais, éteignez le Wi-Fi. Ne soyez pas connectés à des données mobiles. Laissez votre téléphone. Qu'est-ce qui vous reste? Du temps. Une énormité de temps que vous pouvez exploiter. Mais les gens ont peur de ce temps-là. Les gens ne savent pas quoi faire de ce temps. Et c'est pour ça maintenant le concept de quoi? De satisfaction instantanée vient. Et ça, les personnes qui ont créé les réseaux sociaux ont compris cela. On a du temps. Mais c'est juste qu'on emploie notre temps pour faire d'autres choses. Et c'est ce qui fait qu'on reste constamment dans les écrans. Demandez aux gens aujourd'hui de fermer Snapchat, de fermer juste pour une journée. Ils vont voir que ils vont s'ennuyer, ils vont avoir du temps libre. Mais ce temps-là, celui qui maîtrise pas Excel, il peut aller apprendre Excel, des tutos de 10 tutos de 5, 6, 7 minutes et ressortir avec une compétence. Mais les gens ne le font plus parce qu'on choisit nous-mêmes comment on veut devenir. Il y en a qui choisissent de perdre du temps sur les réseaux sociaux. Et c'est déjà l'un des concepts. Et le dernier point que j'aimerais donner, c'est tout simplement l'entourage. Quand tu as tout le temps des amis, au moment où toi tu veux te concentrer, tu as des amis qui te disent « Ah ouais, viens, on va faire ça, on sort, on va à Jet Café, on fait ça. » Mais à quel moment tu t'assois pour te concentrer sur toi?
Parce que tout ça aussi, c'est pour ça qu'il est très important de choisir l'environnement, le type d'amis avec qui on traîne, les gens qui vont dans le même objectif que nous, et ainsi de suite. Mais bon, pour les autres points, ceux qui veulent, vous allez écouter mes podcasts. Pour confirmer ce que tu dis par rapport à notre routine matinale, ce que j'ai jamais compris au Sénégal, c'est que le matin à 9h, tu vois en fait tout le monde en fait mettre l'émission la Tess. Tu connais Tess, non? Non, mais ça, c'est ce que j'ai jamais compris au Sénégal. Comment tu peux réveiller tôt le matin pour dire je vais allumer la radio pour écouter les histoires les plus salées, quoi. Les histoires les plus en fait anti-société qu'on puisse trouver dans ce monde pour commencer ma journée. Du genre des histoires de viol, des histoires de, je sais pas moi, de meurtre, je sais pas moi, de crimes, des trucs insolites. Et tu commences ta journée comme ça, quoi, et t'es content. Et après, parfois, tu entends les gens parler de dépression. Mais oui, certainement, tu seras déprimé, quoi. Imagine, tu commences ta journée, tu commences avec TikTok, Instagram, tu regardes ton test, tu regardes des effets, en fait, sociaux. Mais comment tu peux rester sain dans ce modèle, dans ce style de vie? En même temps, comme tu disais, l'être humain est fait avec des heures de pic. On n'est pas opérationnel ou fonctionnel 100% toute la journée. On n'est pas des machines. Parfois, il y a des gens qui travaillent mieux en début de journée. Il y a des gens qui travaillent mieux en fin de soirée. Mais quel que soit le cas, on a tous en fait 4 heures de temps, une fourchette de 4 heures de temps dans laquelle on est super productif en fait. Et si on fait les choses telles qu'elles doivent être faites, si on donne notre attention entière à cette gap-là, à cette fourchette-là, on peut en fait faire 80% de ce qu'on doit faire dans la journée, on peut le faire en 4 heures de temps. Il suffit juste d'être concentré. C'est la loi 80-20, quoi. Les gens disent que 80% des problèmes des gens sont dus à 20% des causes, mais c'est pareil aussi, 80% de notre temps, en fait, si on se concentre sur les 20%, on peut réussir 80% de notre journée, quoi. C'est aussi simple que ça. Tu as parlé un petit peu du terme anxiété. Et c'est un terme qui revient souvent. Et je pense que c'est un nouveau terme parce que moi, j'ai jamais entendu mes parents utiliser ces termes ou que ce soit mes grands-parents. Je pense que c'est avec la nouvelle génération. Tout le monde est déprimé, tout le monde est anxieux. Et je suis pas en train de nier, en fait, l'importance ou le sens du terme. C'est juste que parfois, j'ai l'impression que c'est, bon, peut-être c'est pas fondé, mais bon, parfois les gens peuvent l'utiliser comme une excuse parce qu'au plus fond de moi, je pense que la vie va avec une certaine incertitude, quoi. Que ce soit une incertitude existentielle, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir, est-ce qu'on va se marier, est-ce qu'on va faire des enfants, est-ce qu'on va trouver un boulot, que ce soit une certaine incertitude émotionnelle, t'aimes quelqu'un qui t'aime pas, t'es intéressé par quelqu'un, t'es perdu, que ce soit par une incertitude, il peut y avoir plusieurs types d'incertitudes, mais je pense que ça fait partie de la vie en fait. On parle de l'avenir parce que c'est quelque chose qui est attendu, c'est pas quelque chose qui est déjà là, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore. Et j'ai l'impression que parfois les gens veulent contrôler toutes les facettes de leur vie et ça leur complique en fin de compte en fait leur vie et ils deviennent anxieux, incertains, déprimés. Donc quelle est ta notion toi de l'anxiété? Et si tu crois à ce terme ou bien si tu donnes une autre définition à ce terme, est-ce que tu as déjà vécu un moment d'anxiété et qu'est-ce que tu as appris de cette expérience-là? Alors, personnellement, je ne vais pas parler du fait que j'ai subi l'anxiété, mais l'anxiété aujourd'hui, je peux dire que c'est déjà un phénomène qui est bien réel et qui est très présent, mondialement d'ailleurs. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que je pense que l'anxiété ne sort pas du néant comme une maladie qu'on peut attraper ou qui peut être transmise. Non, l'anxiété est créée. Et l'anxiété, j'ai envie de dire que c'est un état d'esprit. Déjà. Et moi, je me rappelle que j'ai par exemple, pendant les périodes scolaires, j'ai des élèves qui me contactent, surtout vers la fin de l'année, pas plus tard que avant la fin de l'année scolaire, ou certains qui faisaient le bac, ou des étudiants, qui me disent tout simplement qu'ils sont stressés par leurs parents à cause des examens. S'ils échouent, ce sera pas bien, ce sera pas ceci, ce sera pas cela. Et beaucoup de gens m'écrivent parfois pour me dire, écoute, moi, je subis de j'ai l'impression que je deviens anxieux par rapport à ceci. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que dès que les gens se réveillent, ils ingurgitent des informations, des émissions, de ça, enfin, tout ce qui n'est pas forcément productif pour eux.
Et je tiens à dire aux gens une chose. Ce que les gens ignorent, c'est que le cerveau, c'est-à-dire le cerveau encaisse ce qu'on lui donne. Le cerveau ne choisit pas « je vais filtrer cette information ». Non. Le matin, tu te réveilles, tu lui donnes cette information, il la prend, il l'envoie au subconscient et le subconscient va faire quoi? Va commencer à développer des pensées. Et déjà moi, pour éviter de créer un quelconque facteur d'anxiété, ce que aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent, je ne regarde pas les informations, je n'écoute pas la radio, je ne lis pas le journal, je limite un tant soit peu mon esprit, le contact entre mon esprit et les informations qui peuvent susciter un sentiment de peur, un sentiment d'inquiétude. Oui, en réalité, je crée une suis forme d'accord. de bulle. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas cette capacité-là de mettre une barrière au niveau de vos pensées. Parce qu'il faut savoir que vos pensées sont très, très puissantes. Quelqu'un va venir te dire « Ah, mais tu sais quoi? La fille de la voisine s'est cassé le bras. » Automatiquement, cette information-là qui n'a rien à voir avec ta réalité, tu vas aller voir tes enfants. Dès que ton enfant veut te dire « Maman, je veux jouer au football », toi, tu transmets cette information qui cause chez toi quoi? Une forme de peur et tu crées tout simplement de la frustration chez ton enfant. Tu vois? C'est-à-dire qu'il faut vraiment aujourd'hui, je dis en termes d'anxiété, il faut déjà limiter le contact envers toutes les choses ou les personnes même qui aujourd'hui peuvent être entre guillemets toxiques pour vous. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est que aujourd'hui on vit dans une société, on est dans un système où tu me blesses, mais je veux quand même être avec toi parce que je veux te donner une seconde chance. Et que ce soit au travail, dans les familles, les collègues. On est dans un système où on ne se fait pas passer en premier tant qu'on ne nous blesse pas. Il faut qu'on nous blesse pour que derrière, maintenant, on ait le sentiment qu'on est anxieux et qu'on doit aller chercher maintenant quoi? À se dire, OK, maintenant, I'm going to focus myself I'm going to just give it 100% for myself. Non. C'est-à-dire, les gens ont vu d'atteindre le pic de la blessure pour maintenant ressentir ce que ça fait. Et se dire, OK, là, je vais prendre du temps pour moi. Mais non. Et c'est pour ça que je reviens encore. C'est vrai que la prévention, nous, les Africains, on connaît pas le mot prévention, quoi. Oui, c'est totalement logique parce que il faut déjà, pour moi, je sais pas que je n'y crois pas à l'anxiété, mais je vais surtout m'appesantir sur le fait que l'anxiété, on peut choisir de la voir ou pas. Regardez par exemple les gens quelque peu aisés au Sénégal. Ils traînent entre eux. Ils font des choses entre eux. C'est-à-dire, ils ont créé une forme de communauté, une forme de... C'est pas parce que ces gens-là ne veulent pas se mélanger avec tout le monde. C'est tout simplement parce qu'au final, ils comprennent que eux, ils voient la vie de cette façon. Et tu vas te mélanger avec une personne qui tout le temps a des problèmes, qui tout le temps a ceci, mais au final, tu auras l'impression que tu dois subir les pensées de la personne, les problèmes de la personne, alors que toi, tu réfléchis à ton bien-être, à ton évolution, que ce soit une question de carrière professionnelle. Et je donnerai, juste pour conclure cet argumentaire, un exemple précis que j'avais lu un jour. Supposons que toi, aujourd'hui, tel que tu es là, tu travailles, etc. Moi, je suis ton frère. Mais je suis un frère qui se bat tout le temps, qui va tout le temps en prison. Et toi, tu viens toujours me chercher, me sortir, me dire, écoute, c'est pas bon ce que tu fais. Tu me supportes. Mais le problème qui se passe, c'est que un jour, on m'arrête, on m'emmène au poste de police, et le même jour coïncide avec le jour de ta nomination en tant que directeur de l'entreprise. Maintenant, tu te retrouves à faire un choix. Aller à la nomination de ton entreprise ou venir être loyal envers moi, ton frère, parce que tu te dis, je pourrais t'aider tôt ou tard dans la vie. Et donc, quand on arrive au point où on sacrifie ce qui est même fondamental pour nous en termes d'épanouissement, pour aller aider les autres, c'est là qu'on s'oublie. Et pour moi, c'est à ce moment-là qu'on parle d'anxiété. Parce que quoi? On fait passer tout simplement l'image qu'on donne, c'est-à-dire le respect ou l'importance qu'on donne aux autres, plus que ce que nous, on peut se donner. Et je tiens à vous dire une chose. Si vous perdez une personne dans votre environnement, ce n'est pas parce que vous avez été méchant. C'est parce que cette personne, la durée de vie qu'elle a dans votre environnement est achevée. Les relations entre personnes, c'est comme une sorte de fusée. Quand vous montez, une fusée, dès que ça sort de l'air de l'atmosphère terrestre, il y a des petits compartiments qui partent. Et il y a des personnes comme ça qui sont sorties de votre vie à la même allure. Et jusqu'à ce qu'ils atteignent la Lune, tout le monde ne reste pas. Mais le problème, c'est qu'on veut toujours se dire, bon, il peut changer, il peut faire ceci. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui de problèmes de mental health juste à cause de ça. Ils ne savent pas prioriser qu'est-ce qui représente le bonheur pour eux de cela. Pour moi, l'anxiété, c'est tout simplement les choix que l'on n'arrive pas à assumer
ou ou dont on n'arrive pas à prendre la responsabilité. C'est à ce moment-là, pour moi, que l'anxiété commence. Parce que dès l'instant où tu te dis, cette personne me coûte un peu trop cher pour qu'elle reste mon amie, je lui dis, écoute, je t'aime bien, mais ta façon de fonctionner, ta façon de vivre ne colle pas à ce que moi je veux. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu viens me parler, tu crées une forme d'anxiété chez moi. Et franchement, je peux pas continuer. Soit tu changes ta vie, soit on peut pas continuer. Et les gens ont peur de ça parce c'est là, maintenant, ils vont croire que tu es arrogant ou que tu ne les aimes pas. Mais écoutez, il faut juste savoir faire le choix. L'anxiété, c'est un choix. C'est un choix pour moi. Exactement. Et pour rajouter de ce que tu viens de dire, je pense qu'on souffre plus par rapport aux choix que nous ne prenons pas, plus que par rapport aux choix et aux décisions que nous prenons, en fait. Par exemple, je sais qu'au Sénégal, surtout la culture africaine, la majeure partie de notre anxiété, entre guillemets, repose sur la pression sociale. C'est plus une anxiété externe plutôt qu'une anxiété interne. Ce sont, en fait, peut-être, oui, t'as un ami qui te cause tout le temps des problèmes, mais tu peux pas tu peux pas le jeter, tu peux pas le fuir, tu peux pas lui dire non. Ou bien t'as des parents qui te mettent la pression tous les jours et tu peux pas dire non. D'habitude, en fait, notre société est moulée de telle sorte que, surtout l'homme, encaisse tellement de responsabilités que parfois il peut sentir, en fait, le fardeau et surtout la lourdeur de ce fardeau. Et moi non plus, je dis pas que je suis un saint. Et je suis pas en train de dire que je suis un saint. Ça m'arrive d'avoir des moments bas, ça m'arrive d'avoir des émotions négatives et ainsi de suite. Mais je pense que ce n'est pas un choix, ce n'est pas même une probabilité ni bénéfique, ni imaginable pour moi de dire que, ok, j'ai des problèmes, je vais laisser les barres croisées et je vais laisser ce fardeau, en fait, me piétiner. Non, je pense que la solution la plus sage serait de dire, j'ai un problème et ça, c'est un fait. Et là, je vais aller vers des solutions, je vais m'activer avec tous les moyens possibles pour trouver une solution. Et je pense que d'habitude, les gens qui sont en attente, que ce soit de l'État, parce que c'est bon, tu vois, les gens, c'est l'État, c'est Macky Sall, tout est à cause de Macky Sall. Parfois, à force de vouloir attendre l'aide extérieure, on peut finir, en fait, stagner pour l'éternité. Et je pense que la meilleure solution serait de dire, ok, c'est ma vie, je prends ma vie en main, j'encaisse les coups et j'avance. Peu importe ce qui va arriver, je veux continuer d'avancer. Ouais. Et tout à l'heure, tu as parlé un petit peu est-ce que tu as un combat personnel auquel tu as été confronté, auquel tu te bats contre, que tu essaies de conquérir, toi de ton côté? Bah, je pense qu'on l'a tous de toute évidence. Et le combat que j'ai eu au tout début, ça c'est surtout en termes professionnels, au tout début de ma carrière professionnelle en tant que représentant commercial, c'est-à-dire quand on est représentant commercial, à un moment donné, on a une sorte de syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me sentais pas légitime de me retrouver dans certains endroits juste parce que je me disais, this person have an MBA, this person have a bachelor degree, and I don't have anything of that. Et du coup, tu te retrouves à diminuer ta valeur tout simplement parce que tu as des gens en face de toi peut-être qui ont fait, je sais pas, bac plus 10 ou plus 11. Et du coup, toi, je te dis, ok, t'es un représentant commercial. Donc, pour moi, en tout cas, c'était vraiment quelque chose au début de ma carrière qui ne m'a pas beaucoup aidé parce que ça ne me donnait pas la force d'avoir une crédibilité envers les clients, de closer les contrats que je pouvais avoir à portée de main. Et au final, quand j'ai fini par comprendre que les gens me donnent du respect, les gens, quand ils me voient, des clients à qui je serre la main aujourd'hui, ne me regardent pas comme une personne qui n'a pas fait d'extrêmes longues études, mais me regardent comme une personne qui les apporte une valeur ajoutée en termes de personnalité. Et j'aimerais vraiment dire aux gens aussi, si vous aussi vous avez la sensation que parfois vous n'êtes pas beau ou belle, ou que les gens vous disent t'as des gros joues, t'as un gros corps, t'as ceci, essayez pas vraiment de regarder ça. Le plus important, c'est comment vous vous voyez à l'intérieur. C'est déjà la première étape. Parce que dès l'instant où vous arrivez à trouver la beauté en vous, je peux vous garantir que on est 7 milliards, ou je crois 8 milliards maintenant. Il y aura toujours quelqu'un pour vous apprécier. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire, man, you are doing great. Man, what you're doing is just wonderful. Et il faut vraiment déjà accepter cela. Parce que je crois que c'est très pénible de
d'avoir un syndrome de l'imposteur. Et aujourd'hui, je le retrouve même dans la société sénégalaise. Beaucoup, je vais mettre entre guillemets le concept, beaucoup de femmes ont du mal aujourd'hui à se regarder dans le miroir parce que peut-être comme tu as évoqué le côté de la pression sociale où oui je vais le dire en Wolof pour nos auditeurs qui comprennent mais toi tu es là tu t'es pas encore marié ou bien on a un master mais non. Et il faut déjà essayer de changer ces choses-là. Et c'est pour ça que je dis encore une fois, et je reviens, je vais peut-être paraître chronophage, mais il faut vraiment choisir qui écouter, qui laisser dans votre environnement. Et c'est surtout et je me base surtout sur la réalité sénégalaise où il y a une très forte oppression des jeunes, surtout quand ils commencent à travailler ou quand ils sont dans la phase de sortie de la vingtaine pour la trentaine. Il faut vraiment essayer de vous décomplexer un maximum. Il faut vraiment essayer de vous dire que vous avez un plan, vous savez où vous allez, vous savez effectivement comment vous les faire, parce qu'après ça va vous éviter de rentrer dans des choses où 2 ans, 3 ans après vous vous retrouvez au tribunal de la justice pour divorcer. Non, t'as parfaitement raison. Et juste pour confirmer, par exemple, moi, franchement, j'ai toutes sortes d'amis. J'ai des amis marchands ambulants, j'ai des amis couturiers. J'ai grandi avec des personnes et grâce à Dieu, c'est pas par méritocratie, hein. Je pense que il y a beaucoup de choses qui se sont arrivées dans ma vie. Je ne sais pas comment ça s'est arrivé, comment je suis retrouvé sur ce point-là, dans cette phase de ma vie-là. Comme je t'ai dit tout à l'heure en off ce que j'ai fait dans la vie. Mais je peux te garantir que c'est plus, en fait, par le pouvoir et par la bénédiction de Dieu, plus que par, en fait, le travail acharné de ma part. Donc, et quand je parle avec ces amis-là, que ce soit des amis que j'ai connus à Dakar ou dans ma région d'enfance à Kaolack, je leur dis tout le temps, en fait, j'essaie de leur faire comprendre que c'est pas parce que si on se base sur les barèmes de la société que je suis là, que vous devez vous sentir un petit peu abaissé ou quoi que ce soit. Non, on est tous les deux en train de faire un travail. On est tous les deux en train de prendre soin de notre famille de la meilleure manière que nous pouvons. Et on est tous en train, en fait, de se dévouer pour une cause utile. L'essentiel, c'est que tant que tu te dis, OK, je vais me réveiller tous les jours. C'est comme il y a une citation chinoise qui dit, si tu te réveilles tous les jours avant le lever du soleil et tu rentres chez toi après le coucher du soleil, c'est une question de temps, mais tu vas réussir dans la vie. Si tu vis assez longtemps, tu vas réussir dans la vie. Donc, je pense que en tant que société sénégalaise, on doit arrêter de minimiser, de vilipender ou de rabaisser les gens à cause de leur statut social, à cause de leur boulot, et ainsi de suite. On est tous des êtres humains. Et tant que vous ne volez pas, tant que vous ne tirez pas les gens, tant que vous faites pas des trucs qui sont immoraux, qui n'ont pas de principe ni de valeur, je pense qu'on est tous, en fait, pareils aux yeux de Dieu, quoi. Et ça, c'est important à souligner. Est-ce que tu as des héros ou bien est-ce que tu as des personnes vivantes ou mortes qui t'ont marqué dans ta vie? Alors, oui, alors des représentations, je les appelle comme ça. C'est des représentations, c'est-à-dire des gens qui vous inspirent et j'aime souvent dire des OQP, Only Quality People, comme les gens disent. Des OQP, oui, j'en ai parce que, comme tu le vois, déjà le premier c'est mon père. Oui, le premier c'est mon père, c'est un professeur de théologie, donc ce qui veut dire que j'ai grandi avec des livres chez moi à la maison, des livres qui abordaient tous les thèmes religieux, philosophiques, antiques, croyances médiévales. Donc déjà lui, je le remercie pour ça. Et ensuite, le deuxième, je crois, c'est Martin Luther King. Oui, Martin Luther King a beaucoup aussi imposé dans ma vision des choses, dans le côté où effectivement on peut atteindre, enfin c'est beaucoup plus des représentations nord-américaines. C'est-à-dire il y a Martin Luther King, il y a Rosa Parks, il y a Jesse Owens, bon je pourrais t'en citer des milliers, mais il y en a quand même j'ai des héros qui ont vraiment laissé des traces pour aujourd'hui que je me dise voilà, je suis capable de faire ça parce que je me remémore toujours l'accomplissement de ces personnes-là. Oui, et si tu devais, par exemple, passer 24 heures avec ton héros préféré, quelle personne choisirais-tu? Et qu'est-ce que tu lui demanderais aussi? Tu vas me créer des problèmes parce que j'ai mis mon père dans la liste. Hypothetically.
Bon, alors, écoute, papa, désolé, mais ce sera pas toi. Par contre, alors, si je devais choisir, laisse-moi voir. Si je devais choisir, je dirais surtout Martin Luther King. Et qu'est-ce que tu lui demanderais en fait? Quel sujet de conversation auras-tu avec Martin? Alors, le sujet de conversation que j'aurais vraiment aimé d'avoir avec lui, ce serait de ne pas seulement prôner la façon de... Enfin, c'est-à-dire que de ne pas seulement faire en sorte que les Noirs puissent avoir une forme d'indépendance, mais les faire comprendre que sur le long terme, s'ils veulent avoir des choses, ils devront effectivement donner le meilleur d'eux-mêmes à 100%, parce qu'il y en a qui ont fini dans les cracks, gangs, et que ce sera pas forcément la meilleure des choses. Voilà, enfin, c'est comme si je viendrais du futur, mais bon, c'est vraiment la conversation que j'aurais aimé avoir avec lui. Et, enfin, déjà, avoir une conversation avec lui, ça aurait été quelque chose de fabuleux, de très très fabuleux. Non, je vois. Et quelle est ta vision idéale du monde? Imagine, t'as 110 ans, t'as vécu, t'as écrit tes livres, t'as fait tes podcasts avec les meilleures personnalités publiques au monde. Et quelle serait la vision idéale du monde que tu aimerais laisser derrière toi? Alors, la vision idéale du monde, si aujourd'hui je me permets d'idéaliser le monde, pour moi c'est un retour aux normes. C'est-à-dire, si je devais déjà idéaliser le monde, c'est comme tout le monde dit aujourd'hui que hier c'était mieux qu'aujourd'hui. Donc, tous les principes qu'on a connus hier n'existent pratiquement plus aujourd'hui ou sont en train d'être dissous tout simplement. Maintenant, s'il arrive que moi je vive un peu plus longtemps, chose que je souhaite, et que je puisse aujourd'hui, peut-être avant de m'éteindre, dire aux gens, voilà, pour moi je dirais surtout aux gens d'essayer de faire perdurer le précepte d'humanisme, parce que sans ça, on ne peut pas effectivement espérer parler d'une forme de cohésion universelle. L'humanisme est très 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 important. Deuxièmement, il faudrait effectivement avoir une forme de tolérance, et aussi une tolérance qui est empreinte d'empathie pour la personne ou pour les gens autour de nous. Pas seulement pour les gens de ma famille, mais même des gens que je croise dehors, dans un restaurant, toujours sourire à ces personnes qui font des métiers invisibles, mais qui participent à l'économie de la vie de tous les jours. Et en dernier point, ce serait de toujours pratiquer l'amour. Un amour vrai et sincère. Parce que c'est l'amour vrai qui donne en réalité naissance à l'authenticité au sein de toutes les communautés. Donc voilà pour moi les 3 points que j'aurais peut-être à donner comme un monde idéal. Ouais, super intéressant. Et surtout sur le côté de l'humanisme, en fait, je me rappelle bien, ce matin, je sortais et j'ai ouvert la porte à bon, c'est pas une dame, c'est une fille, quoi, mais elle m'a dit, tu sais, t'as pas besoin de me tenir la porte, je suis une fille, je peux tenir la porte toute seule, quoi. Après, je lui ai répondu, tu sais, il y en a toujours dans ce monde certaines personnes qui ont été bien élevées par des parents exceptionnels et qui font ça uniquement par gentillesse et par l'humanisme. Pas parce que t'es une femme ou t'es un homme. Et après, elle a souri et puis elle a continué son chemin. Pour dire que t'as raison, là. On est arrivé à un niveau où tout est une question de bataille. Homme, femme, tout est relativisé, que même le fait d'être nice guy, tu vois, comme la citation nice guys finish last. Mais je pense que les gens qui souffrent le plus, ce sont les gentils, les vrais gentils. Alors moi je ne dirais même pas les vrais gentils, et je rebondis tout simplement sur ce que tu dis, c'est que on est aujourd'hui dans une forme où ceux qui sont dans la normalité sont anormales. Et ceux qui sont anormales, c'est eux en réalité qui ont le droit d'aller sur tous les réseaux sociaux et de dire, bah écoute, voilà, non. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que avant c'était mieux, parce qu'aujourd'hui les gens font les choses par machinisme, par idéologie, ou tout simplement, c'est-à-dire les gens sont devenus trop agressifs. Même pour des actes kindly, si je peux dire ça comme ça, ils ne veulent plus tout simplement ouvrir une porte à une femme. Ou je te donne un exemple tout bête que je fais. Généralement, quand il m'arrive de marcher et que je vois un taxi qui passe, mais que je vois une dame, une personne du 3e âge qui doit rentrer dans cette voiture, bah, je me précipite pour aller l'ouvrir et j'ai un merci. Et pour moi, ce merci,
C'est en réalité ça l'humanisme. Quand je croise, petite historique que je fais toujours, quand je reviens du boulot, quand ça m'arrive et que je croise des jeunes talibés le soir, bah, il m'arrive de jouer avec eux. Je m'arrête, il y en a avec un que j'aime bien, je fais des décomptes. Et ces gens-là aussi ont besoin de savoir qu'ils comptent pour les autres. Ce n'est pas parce que il y a tout un tas de concepts qui est aujourd'hui développé qu'on doit agir comme les autres. Et j'aime bien... je vais rentrer entre guillemets. J'ai une fois eu un de mes anciens professeurs qui parlait du prophète Mohammed, qui disait que le prophète a dit quand les gens vont tous à droite, toi tu peux aller à gauche et c'est permis. Tu n'es pas obligé de suivre la masse. Et franchement, c'est aujourd'hui ce qu'on n'arrive plus à faire. Se sentir différent, c'est comme être malade, avoir un problème. Et les gens te font sentir cela, ils te disent mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu lui ouvres la porte, pourquoi alors que c'est ça la normalité, c'est ça la normalité. Non, franchement, c'est faux, quoi. J'ai l'impression que les gentils, franchement, ils souffrent. En même temps, moi, je pense que parfois, je pense que c'est plus difficile d'être gentil que d'être méchant. Par exemple, quand t'es un con, entre guillemets, excuse-moi du terme, quand t'es un con, c'est plus facile, en fait, de jeter ta colère sur tout le monde, de dire, va te faire foutre. J'ai rien à foutre. C'est pas mon problème. En fait, tu te dédouanes, quoi, facilement. Mais quand t'es gentil, tu prends le temps de te mettre dans la peau de la personne, d'être sympathique, empathique et d'imaginer sa situation et de dire, peut-être il est en train de traverser une journée difficile, je vais me montrer compréhensible et je vais essayer de l'aider. En fait, ça prend plus d'auteur. Tu dois prendre plus d'auteur et plus, en fait, d'humanisme pour faire un acte pareil que de dire, vas-y, il n'y a rien à foutre, c'est pas mon problème. Et je vais surtout rebondir pour dire que ça va peut-être te choquer ce que je veux dire, mais il faut beaucoup de courage pour donner de l'amour aux autres. Oui, beaucoup de courage. Parce que c'est comme tu dis, les gens qui n'arrivent... C'est-à-dire, quand on parle de courage, c'est le fait d'être en parfaite symbiose avec soi-même et de sentir que... En fait, tu sais, quand tu arrives à un stade où tu te comprends, tu te connais, tu t'acceptes et c'est-à-dire, tu sais comment est-ce que tu peux agir dans certaines situations. Tu ressens maintenant le besoin d'aller vers les autres pour leur procurer cet amour. Et ça, c'est le troisième stade de l'amour. C'est-à-dire, il y a 3 phases d'amour dans la vie. Il y a l'amour éros, donc l'amour que l'on donne au prochain, une personne comme toi et moi. Et il y a l'amour de la philia, l'amour de la connaissance, du besoin, du savoir. Et il y a l'amour agapé. Et l'amour agapé, c'est l'amour universel, qui fait que quand tu donnes cet amour aux gens, tu as déjà su avoir quoi? Un amour envers les gens, un amour de ta connaissance, et là maintenant tu vas redistribuer cet amour. Mais c'est un processus que les gens n'arrivent tout simplement pas à répéter parce qu'ils trouvent que c'est difficile. Oui, t'as parfaitement raison. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais qu'on te pose souvent et qu'on te la pose pas d'habitude? Alors, c'est plutôt l'inverse, mais bon, je vais dire que s'il y a une question que j'aimerais qu'on me pose, alors laisse-moi réfléchir un instant. C'est peut-être de savoir, est-ce que j'ai peur? Parce que les gens, il y en a qui me croisent dehors, vu que tu parles, vu que tu fais de la motivation, vu que tu encourages les gens ne s'attendent pas forcément à ce que tu aies des craintes ou que tu aies peur dans certaines situations. Mais laissez-moi vous dire que vous pouvez me la poser et je vous dirai de vive voix que oui. Et est-ce que tu as une peur ou tu as une crainte ou une insécurité que tu essayes de combattre en ce moment ou... Alors, en ce moment, une sorte de peur ou d'insécurité, non. Personnellement, je me sens bien dans ma peau. Mais surtout, ce que je me dis juste, c'est de ne pas aller dans le rythme des autres, de me dire que, ok, celui-là a déjà son appartement, celui-là a déjà sa voiture, celui-là vient de se marier. J'ai pas envie de rentrer dans ce entre guillemets, ce mood-là, cette précipitation. Je veux plutôt aller à mon rythme. Et je tiens à dire que la vie n'est pas une course. Tant que tu n'as pas abandonné pour arriver à la ligne d'arrivée, tu vas le faire. Tu vas le faire. Ouais, comme disait Confucius, la comparaison est le voleur du bonheur, quoi. Je pense que la meilleure compétition, c'est la compétition qu'on se donne envers soi, mais pas la comparaison qu'on se donne aux autres. En fait, c'est inutile parce que je pense qu'on est tous dans des fuseaux horaires différents. On n'a pas tous les mêmes visions les mêmes visions du monde, les mêmes rêves, les mêmes objectifs. L'essentiel, c'est d'avancer à son rythme, quoi. Comme nous, on va gagner, quoi. Ouais.
Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on boucle, Eden? Alors, le dernier mot que je pourrais dire aux gens, déjà, c'est effectivement, si aujourd'hui vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va dans votre vie, n'allez pas chercher loin. Regardez vos habitudes, regardez votre entourage, faites le tri, recyclez-vous, faites une pause si vous avez l'impression que vous travaillez trop. Essayez vraiment de vous arrêter un instant, vous dire ok, là je vais me changer, parce qu'il faut pas être comme tout le monde. Chaque année, vous faites une liste des choses, comment on appelle ça déjà, des décisions du nouvel an, et après rien ne change. Mais essayez vraiment aujourd'hui de donner un sens à votre vie. Si vous donnez un sens à votre vie, chaque jour quand vous vous réveillez, même quand vous allez au travail, votre travail a du sens, votre famille a du sens, vos amitiés ont du sens. Essayez vraiment de trouver le sens, c'est-à-dire l'aisance même fondamentale de ce qui fait que chaque jour quand vous vous réveillez, vous vous sentez heureux, vous vous sentez reconnaissant envers Dieu d'avoir ce que vous avez. Ça, c'est un point très, très, très culminant. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ah ouais, c'est ça, c'est exactement. Donc voilà, je suis d'accord. tout ce que je pouvais dire. Non, franchement, c'est ce que je comptais dire en fait. Pour tous les auditeurs, tous les spectateurs qui nous écoutent, je vous conseille d'aller regarder l'épisode ou les épisodes, le podcast de Eden. C'est super intéressant de vous abonner à sa page Instagram. Je mettrai tous les liens dans les show notes comme d'hab. C'est quelqu'un vraiment que je l'ai pas encore rencontré, mais je le suis sur les réseaux et je recommande et je préconise tout ce qu'il fait parce que je pense que rien qu'en le voyant qu'en le regardant parler, tu sais qu'il le fait avec le cœur, quoi, tu vois. C'est pas des discours de motivation ou des discours de politique politicienne. Je pense que parfois c'est important de sentir en fait le cœur dans ce qu'on fait. Et c'est ce que j'ai senti avec Eden sur ces vidéos. Est-ce que tu as des projets qui sont en cours, des livres ou des formations, des séminaires que tu aimerais partager avec notre communauté? En termes de projets d'écriture, oui. Je prépare un deuxième recueil de poèmes, mais bon, il est encore entre guillemets, il est déjà écrit, mais qui doit être recorrigé. Maintenant, en termes de projet de formation, bon, c'est entre guillemets, mais je suis en train de voir comment créer une sales school, donc une école de perfectionnement de techniques de vente. Et puis voilà. Maintenant, si j'ai la chance de pouvoir, si les gens émettent le besoin de dire, ok, ils veulent qu'on fasse une rencontre sur Dakar où je dois intervenir for free, effectivement, je vais pas faire payer. Yeah, for sure. En tout cas, tu me donnes tous les détails, même si tu as des événements, peu importe, moi tu me donnes, je vais publier sur mes réseaux avec plaisir. En tout cas, le cercle d'influence, c'est ton cercle. Si on peut être utile sur quoi que ce soit, n'hésite pas, quoi. Et en tout cas, ça me fait trop plaisir de voir des jeunes qui s'activent, qui se lancent et qui essayent d'aider aussi d'autres personnes dans leur quête personnelle, professionnelle. C'est super important. Je pense que comme j'ai l'habitude de dire, là, on est tous là pour s'inspirer à inspirer avant d'expirer, parce qu'on va tous expirer. Donc, pendant que nous y sommes, faisons notre mieux pour s'entraider, quoi. Et je pense que c'est essentiel. En tout cas, merci Eden. Au fond du cœur, merci beaucoup. Franchement, j'ai beaucoup apprécié l'échange. C'était très enrichissant et j'espère que nous aurons d'autres moments. Oui, c'est sûr. Quand tu veux, on est ensemble. Le plaisir est pour moi en tout cas. Merci beaucoup. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.